Rebonjour, bienvenue Alice. On est très très ravis de t'accueillir sur le plateau des Artistic Talks. Alors tu es basée entre Paris et Bruxelles et tu as étudié en fait la photographie à la Cambre. Et en 2018, tu as gagné le prix Roger de Conakry. Et depuis, tu exposes dans différentes institutions et galeries européennes. Et en 2023, vous avez représenté la photographie européenne émergente au sein du réseau Futur, ce qui vous a permis de montrer votre travail dans différents pays, que ce soit Copenhague ou Turin. Et par le biais d'expositions et des expositions et des recherches, vous interrogez les liens entre les sciences développées par l'être humain et son impact sur notre environnement naturel en constante mutation. Et en 2022, vous avez participé à la résidence 1+2, où vous avez commencé en fait à travailler sur la publication dont on va parler maintenant avec vous, avec le livre sur les algues maudites. Donc en fait, comment vous avez comment vous est venue l'idée en fait de travailler sur les algues maudites et pourquoi? Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation tout d'abord. Alors j'ai travaillé sur donc, les algues vertes en Bretagne en découvrant la bande dessinée de Inès Léraud que peut-être certains et certaines connaissent. Inès Léraud, donc c'est vraiment la lanceuse d'alerte par rapport à la problématique des algues vertes, et donc elle a écrit la bande dessinée Algues vertes, l'histoire interdite, pour en fait vraiment dénoncer l'inertie des pouvoirs publics autour de cette problématique et revenir sur l'histoire de l'agriculture intensive en Bretagne, avec donc le remantèlement, la mécanisation, voilà, et plein de choses, et surtout montrer que les lobbies ont un pouvoir extrêmement important par rapport à l'agriculture bretonne et qu'il est difficile d'y faire face. Donc je vais quand même rappeler ce que c'est les algues vertes pour celles et ceux qui ne sont peut-être pas bien au courant. Donc concrètement, les algues vertes prolifèrent en masse sur les côtes de Bretagne Nord à cause des déchets de l'agriculture intensive qui vont vraiment permettre en fait cette prolifération, qui vont être effectuées comme un engrais. Et donc suite à ça, les algues s'échouent sur les plages et elles vont gonfler à cause du rayonnement du soleil et produire un gaz qui s'appelle le gaz H2S, qui est toxique et mortel. Et donc ces dernières années, à partir des années 90, on a connu des morts à cause des algues. Mais il y a aussi évidemment, vous doutez bien, si des êtres humains meurent, il y a aussi toute la biodiversité et le vivant. Et c'est un petit peu l'axe du livre. Et en fait, pour produire ce livre et puis cette recherche, vous avez travaillé en deux parties. Et du coup, il y a l'action sur le terrain avec des militants. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer comment vous avez travaillé sur le terrain avec les militants? Alors la première partie, en effet, j'ai rencontré Yves-Marie Lelay, qui est un des écologistes les plus engagés dans cette problématique depuis plus d'une quarantaine d'années, donc qui fait partie de l'association Sauvegarde du Trégor Gaëlo-Penthièvre. Et l'idée, c'était déjà de comprendre en profondeur la problématique des algues, et puis d'aller analyser sur le terrain, de faire partie des rapports que les écologistes vont étayer, et donc de regarder, d'analyser, de récupérer des archives, et surtout d'essayer d'effectuer une sorte de traduction en fait entre le langage des écologistes, ce qu'ils m'ont appris, et la photographie. Donc par exemple, Yves-Marie Lelay me parle par exemple de ce qu'il appelle les plages stériles. Donc ce sont les plages qui concrètement sont sans oxygène. Il ne reste plus d'oxygène à cause de la toxicité des gaz dans les sols et des algues donc. Et voilà, j'essayais donc par la photographie de montrer des plages stériles. Donc elle va passer, c'est une image qui est rouge, voilà, une image de plage où on voit qu'il n'y a plus aucun organisme vivant sur ces plages de Bretagne, aujourd'hui en France en 2023. Et après, comment la deuxième étape, quand tu as travaillé au CNRS? Donc c'est vraiment un projet art et sciences. Et lorsque j'ai travaillé au CNRS de Toulouse, l'idée, donc c'était à Toulouse, donc vous vous doutez bien qu'il y a un petit peu de chemin avec la Bretagne. Donc l'idée, c'était de refaire, en fait, de retranscrire les conditions de marée verte en Bretagne, mais à Toulouse, dans des conditions d'eau douce. Donc l'idée, c'est vraiment de reproduire dans des aquariums
les conditions de marée verte. Donc, conditions d'eutrophisation de la matière organique, ça veut dire qu'on a énormément de matière organique, ce qui va créer un manque d'oxygène. Donc, j'ai réalisé un film autour de ces organismes qu'on croit complètement nouveaux, des organismes qui vivent sans oxygène. Ça paraît un petit peu science-fictionnel. Et en réalité, voilà, c'est des organismes qu'on connaît. Donc, ce sont des escargots, des planeurs, des vers. Et donc, je les présente comme presque extraterrestres, mais aussi pour avoir un regard désanthropocentré. C'est-à-dire, voilà, si on ne regarde plus l'être humain au centre des préoccupations et qu'on met ces organismes au centre, en fait, on se rend compte qu'on les connaît déjà, qu'ils nous entourent depuis longtemps et que la situation d'anoxie, donc sans oxygène, n'est pas nouvelle pour autant. Donc ça, c'est voilà, c'est l'axe que prend, je dirais, la fin du livre, la dernière partie du livre, avec quelques images des aquariums, et puis un film qui est souvent montré dans des expositions. Voilà. Et en fait, comment ton travail s'articule autour du documentaire d'anticipation? Alors c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais je réalise à travers ce livre donc, ce que j'appelle un documentaire d'anticipation. Donc pour moi, c'est représenter le réel comme un documentaire, mais à travers ma vision d'un futur proche. Donc toutes les images que vous allez voir, on dirait voilà, qu'il y a des effets un petit peu étranges, des couleurs. Et en fait, toutes les images sont réalisées sans retouche, à l'aide de déchets que je ramasse et que je mets devant mon objectif. Donc ça peut être aussi bien des algues que des bouteilles de plastique. Et l'idée, c'est de regarder donc à travers ce nouveau prisme de la pollution. C'est encore une autre couche de pollution, les déchets. Voilà, là par exemple, les algues et le gaz H2S. Donc voilà, c'est un peu une manière de représenter un monde abîmé avec une sorte de beauté malade qui va entourer ce monde. Est-ce que ça a été en fait difficile d'enquêter sur les algues vertes? Parce qu'il y a une forme d'omerta sur ce sujet-là quand même. Alors, il y a une énorme omerta autour du sujet des algues vertes. C'est très compliqué d'en parler là-bas, d'avoir des informations. Alors, évidemment, pas du côté des écologistes. Mais dès qu'on s'approche du côté des scientifiques, c'est compliqué. C'est très compliqué parce qu'ils ne peuvent pas dire ce qu'ils veulent. Ils doivent rester dans une certaine forme de neutralité. Donc, voilà, je dirais que j'ai eu la chance de travailler avec un laboratoire scientifique à Toulouse parce qu'en Bretagne, en effet, je sentais bien avec mes collaboratrices que ça bloquait, qu'on ne pouvait pas aller aussi loin qu'on voulait, qu'il y avait certaines choses qui nous étaient interdites lors de certaines prises de vue. Voilà, on s'est aussi fait interpeller comme n'ayant pas le droit de prendre des algues en photo alors qu'on est sur une plage, on aurait pu être prise par des touristes. Voilà. Donc oui, on a eu des soucis et en effet, on ressent l'omerta. Et c'est pour ça, je pense que c'est intéressant d'en parler aujourd'hui. Et c'est vrai que moi, je ne suis pas bretonne, donc ma position va être plus facile qu'une personne qui est bretonne, qui habite encore là-bas, qui va subir des pressions. Ce n'est pas mon cas, je n'ai pas subi de pression. Et du coup, comment tu as construit le livre avec ton éditeur? Alors, mon éditrice, donc Laurent Kaiser de Area Books, voilà, donc je dirais que la priorité, c'était tout d'abord de construire une narration avec toutes les images, avec tout le corpus d'images. Donc, il y a des images d'archives, des images microscopiques, des images plus narratives. Donc, construire un corpus d'images dans une partie principale à travers ce documentaire d'anticipation où l'imaginaire est assez important. Ensuite, il y a une deuxième partie qui est un index, donc au début du livre, qui est juste ici. Et donc, c'est un index scientifique qui va reprendre en fait la trajectoire de mon parcours d'investigation donc, en Bretagne et puis à Toulouse. Donc, il y a aussi bien des images de coulisses, des images sur le terrain, que concrètement toutes les légendes de chaque image. Parce que c'est quand même un projet scientifique, donc même s'il y a une portée narrative extrêmement forte, on avait vraiment envie que si quelqu'un veuille comprendre absolument toutes les légendes scientifiques de chaque image, ce soit possible. Et dans le livre, il y a aussi des expérimentations avec des algues toxiques qui vont pousser sur des tirages. Ce sont des expérimentations que j'ai réalisées au CNRS. Donc voilà, il y a plein de typologies et statuts d'images différentes qui vont raconter justement cette histoire des algues vertes. Et pour toi, quel rôle joue la photographie dans ce travail militant ? Alors, pour moi, je dirais que la photographie, elle va jouer un rôle assez essentiel, mais je dirais surtout par son pouvoir narratif. Et en fait, on a un texte de Michel Poivert à la fin du livre qui va raconter une fable écosophique
et il appelle cette fable « À l'ère du capitalisme morbide ». Et il va prendre la voix d'une intelligence artificielle, donc il écrit lui-même, ce n'est pas une intelligence artificielle qui a écrit le texte, en 2056. Et je trouve que ça renforce vraiment justement le pouvoir narratif de la photographie, parce qu'il nous permet de se projeter. Donc il va parler en fait du livre et de la situation actuelle des algues dans le futur, donc au passé. Et je dirais voilà, que pour moi, si des personnes regardent le livre ou bien par le prisme d'une exposition, d'ailleurs j'expose le projet à la MAC de Créteil en ce moment, dans le cadre de la Biennale Photoclimat. Donc si des personnes vont voir cette exposition, pour moi l'idée c'est vraiment de donner des clés de lecture aux spectatrices pour en fait comprendre dans quel monde on est, un monde abîmé d'exploitation, de déclin de la biodiversité, et aussi comprendre comment préserver nos écosystèmes aujourd'hui. Ensuite, quelque chose qui est très important et qui est aussi renforcé pour moi par la photographie, comme je le disais tout à l'heure, c'est cette idée de traduction, que ce soit une traduction scientifique ou bien une traduction d'un discours des écologistes qui n'est pas forcément accessible à tous, aussi d'un point de vue géographique. Donc voilà, pour moi, c'est aussi une traduction de textes, d'articles scientifiques qui sont assez impénétrables à cause du langage scientifique qui n'est pas forcément tout le temps évident. Et sur ce projet, vous n'êtes pas seulement photographe, vous jouez beaucoup de rôles en même temps. Donc, quelles sont les différentes missions ou rôles vous mettez en place pour faire connaître et sensibiliser le public à cette problématique? Alors oui, c'est vrai que je ne suis pas seulement photographe. Après, pour moi, c'est la vision que j'ai de ce que c'est être une ou un photographe aujourd'hui. Donc dans mon cas, c'est aller sur le terrain, s'engager, comprendre les problématiques, voilà, être scientifique en même temps. C'est vrai que j'ai plein de casquettes, mais c'est ça qui me plaît dans la photographie, c'est qu'à chaque fois que je vais traiter d'un nouveau sujet, c'est comme si j'avais des nouveaux rôles et que je devais voilà, y aller à fond. Donc en effet, en plus, c'était un projet qui était quand même assez rapide. Donc il a fallu faire beaucoup de recherches. Voilà. Donc oui, c'est un sujet avec plusieurs casquettes, en effet. Parce que vous êtes vraiment très, très, très engagée et très militante. Et vous avez cofondé en fait un collectif Anima. Et du coup, quelle est la mission et le rôle de ce collectif? Alors, de Anima, on a un collectif qui existe depuis le Covid, donc ça a fait germer de belles idées. En fait, voilà, on est un groupe d'artisans, de chercheurs, d'artistes et de scientifiques. Et donc, on crée plutôt des installations. Notre dernière installation, c'était avec Damaris Samao, donc, qui est curatrice au Centre Pompidou, et le hangar à Bruxelles, qui était montré à Amsterdam et puis à Bruxelles. Et en fait, on crée des installations vivantes dans le but de réunir une harmonie du vivant et une création scientifique. Donc, par exemple, notre dernier travail, c'était sur le langage des champignons. Donc, on s'est inspiré d'une étude scientifique qui est sortie, qui disait que les champignons pouvaient avoir une 50aine de mots dans leur langage. Et donc, on a réinterprété ces mots en créant une machine qui permettait d'écouter les champignons dans l'installation. Mais c'est vraiment une installation vivante. Et si les champignons ne se sentent pas bien, ils arrêtent de parler et c'est fini. Donc voilà, on travaille avec le vivant en collaboration. On va revenir un peu à la publication parce que la couverture aussi de ce livre est aussi très intéressante. Et du coup, comment vous avez le choix de la couverture s'est opéré et comment vous avez travaillé? Alors, c'est vrai que le choix de la couverture, moi au début, j'avais plutôt envie de quelque chose d'assez noir qui parle de la putréfaction. Et Laurent Kayser, l'éditrice, m'a proposé justement une couverture blanche. Et en fait, je trouvais que c'était génial, que ça allait très bien avec le projet parce qu'il y avait une sorte de pureté dans cette proposition, une page blanche, une sorte de renouveau qui allait très bien aussi avec l'idée de résilience. Qui est quand même un petit peu, je trouve, la conclusion de ce projet. C'est qu'au final, oui, il y a cette problématique des algues vertes qui est catastrophique, qui n'est pas prête de se régler pour l'instant, mais on remarque qu'il y a une certaine résilience, justement, des écosystèmes, malgré un effondrement de la biodiversité. Et donc, pour moi, voilà, il y a un embossage avec cette algue qui vient vraiment, on a l'impression qu'elle est presque en mouvement, qu'elle vient s'étendre. Et donc, voilà, ça montre en même temps la problématique de l'invasion totale des algues sur les plages et à la fois cette page blanche où rien n'est joué. Vous ouvrez le livre
Et là, c'est un petit peu à vous de choisir. Est-ce que c'est une dystopie ou une utopie? Je pense que chaque image pourrait être un peu à double sens, mais voilà, je pense que ça dépend des engagements de chacun et où est-ce qu'on se situe. Et pouvez-vous nous expliquer en fait la technique que vous avez employée pour montrer en fait la toxicité en fait des algues au travers votre travail photographique? Alors c'est vrai qu'il y a eu un accident photographique suite à une expérimentation au CNRS de Toulouse. Donc en fait, on a fait pousser des algues toxiques sur des tirages, uniquement pour réaliser la photo. Donc il s'agit de cette image-ci. Donc c'est 2 boîtes de pétri, et dans chaque boîte, il y a un tirage papier physique avec des algues toxiques qui vont pousser sur ces tirages. Donc ce sont des cyanobactéries, ce ne sont pas exactement les mêmes algues vertes. Elles sont naturellement toxiques. Et donc, quand en fait, au bout de 3 semaines de résidence au CNRS, eh bien, je rangeais tout simplement le laboratoire et j'ai nettoyé les boîtes, je me suis rendu compte que le tirage qui était donc dans cette boîte avec les algues toxiques avait été complètement endommagé et complètement abîmé, l'encre coulée, il y avait des couleurs qui apparaissaient qui étaient complètement nouvelles. Et donc voilà, je trouve que c'était une belle preuve de la toxicité de ces algues et une manière de montrer surtout l'invisible par rapport au médium de la photographie, puisque voilà, il y a un doute sur la toxicité de ces algues qui est toujours questionné. Et là, concrètement, on a une matière qui est un papier qui réagit. Voilà. Je trouve pas l'image. On va ouvrir les questions au public. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Vous n'êtes pas très bavard cet après-midi. Hein, même si c'est un projet qui a l'air compliqué, franchement, vous pouvez me poser des questions basiques sur ce que vous voyez. Hein. Moi, j'ai encore une question à te poser. En fait, comment en fait, toi, tu te situes en fait, dans ce projet que tu portes depuis pas mal de temps? Je dirais que tu aurais une double casquette puisque tu fais un travail de militant quelque part et aussi un travail de vulgarisation scientifique. Donc du coup, je voulais un peu savoir comment toi tu situes par rapport à cette problématique-là écologique. Alors c'est vrai qu'on m'a beaucoup posé la question dans les cercles militants, de savoir quel était mon rôle en tant que photographe, de ne pas produire de documentaire classique face à ce sujet. Et en fait, moi, ce que je réponds, c'est que je suis photographe, artiste engagée et non militante, mais personnellement. Mais en tout cas, par rapport à ce travail, je ne me sens pas comme une photographe militante. Sinon, pour moi, ce serait un travail peut-être beaucoup plus classique et direct. Donc pour moi, quand je dis que je me sens artiste, photographe engagée, c'est que ce qui prime et ce qui est important dans le projet, c'est la vision d'une artiste sur une problématique actuelle et environnementale. Donc ici, comme je le disais, pour moi, c'est la vision d'un futur proche qui est importante. Et comment on va se situer dans les prochaines années face à ce type de problématiques qui ne seront pas nouvelles. Donc voilà, pour moi, c'est ça le positionnement, c'est vraiment avoir une vision par rapport à ce projet, au-delà de montrer justement la situation des algues vertes de manière objective. Toujours pas de questions dans la salle? Non. Bon, on va continuer notre conversation. Je voudrais te poser une dernière question parce que vous êtes lauréate des rencontres de la jeune photographie internationale pour 2023-24. Est-ce que vous pouvez nous parler de la suite en fait, de recherche de ce travail? Alors, donc en effet, c'est pour la Villa Perrochon à Niort. Et donc, en fait, j'ai décidé de faire de cet accident photographique dont je vous parlais tout à l'heure, donc les tirages qui sont dans les boîtes de pétri et qui deviennent toxiques visiblement à cause des algues qui poussent dessus. C'est un accident scientifique et donc on a décidé d'en faire une installation et une exposition à Niort, à la Villa Perrochon.
Donc l'idée, c'est de travailler et de questionner l'accident scientifique et surtout la matière photographique. Et donc voilà, ce sera vraiment une installation qui reprend la forme d'un laboratoire avec ces algues qui viennent pousser sur les tirages. Et en ce moment, vous avez tout à l'heure parlé que vous aviez une exposition à Créteil. Est-ce que vous pouvez en fait nous parler un peu du contenu de l'exposition? Comment justement vous avez exposé ce travail qu'on voit ici au sein de cette publication? Alors c'est vrai que c'est une exposition qui est assez immersive. Voilà, le film est mis en avant. Donc on a une ambiance extrêmement sonore, extrêmement visuelle. C'est un projet surtout qui est soutenu et mis en place par les filles de la photo. Voilà, donc il y a un programme qui s'appelle le mentorat des filles de la photo. Et donc j'étais dans les finalistes et donc elles ont décidé d'exposer le projet justement des algues avec une lauréate du mentorat qui s'appelle Sarah Breck qui va aussi traiter de la problématique des algues, mais les algues brunes, donc c'est assez différent. Voilà, et donc nos deux projets sont réunis autour de cette thématique. C'est une exposition assez immersive, très grande. C'est à Créteil, il faut y aller, mais c'est sur la ligne 8, c'est très accessible. Voilà, on fait une visite le 2 décembre à 11h. Et franchement, c'est une exposition qui vaut le coup. On a rarement des espaces aussi grands, je pense, à Paris. Et voilà, c'est un espace magnifique. On est content de défendre ça. C'est la Maison des Arts de Créteil. Oui. Merci pour l'information. Et une dernière petite information pour clore notre conversation. En tout cas, pour les gens qui veulent avoir accès aux livres, il y a l'éditrice qui est présente là avec les livres. Et du coup, n'hésitez pas à aller la rencontrer avec Alice, si vous voulez en tout cas avoir accès et regarder de plus près cette publication qui est vraiment magnifique. En tout cas, merci pour cet échange et puis bonne continuation. Merci beaucoup Pascal. Et sinon, Laurane Kayser, donc Area Book, c'est aussi à Polycopies tout le week-end. Voilà. Voilà. Merci beaucoup pour l'invitation. Et j'ai oublié aussi de dire que le livre en fait a été en fait aidé par le CNAP et Hangar. Ça, c'est très important. Merci. Oui, soutenu par le CNAP et Hangar et on les remercie aussi. Voilà. Merci. Merci. Au revoir.